Monsieur Bonouari, là, en ce moment, nous vivons une crise financière. Les dirigeants actuels, parmi lesquels les premiers ministres ou l'actuel ministre des Finances, ils la relativisent. Ils disent on n'est pas encore, on peut s'en sortir, etc. Les experts disent autre chose. Vous, en tant qu'ancien ministre, en tant qu'expert, en tant que financier, ancien banquier, qu'est-ce qu'on peut dire aux Algériens? La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que nous vivons une crise extrêmement grave. Contrairement à ce qu'affirme le gouvernement, la crise est sérieuse. Elle n'est pas seulement au niveau financier, parce que la crise financière n'est que la traduction d'une crise beaucoup plus profonde, qui est la crise qui est d'abord une crise politique, parce que la représentation, le peuple n'est pas représenté. Donc les élites qui dirigent, ou le pouvoir qui dirige, est coupé du peuple. Il ne peut pas leur demander l'austérité. S'il leur demande l'austérité, il ne comprendra pas. Il ne peut pas les remettre au travail, parce que les moyens et les mécanismes qui sont mis en place ne sont pas des moyens et des mécanismes qui sont adéquats. Il y a une perte de confiance. Les gens n'ont pas confiance. Donc à partir du moment où les gens n'ont pas confiance, ils n'adhèrent pas. Quand bien même le gouvernement aurait une politique économique digne de ce nom. Mais parlons-en. Il n'y a pas de politique économique digne de ce nom pour plusieurs raisons. D'abord, on ne sait pas où on va. Il n'y a pas de planification. On ne sait pas, on ne se projette pas, ni sur 20 ans, ni sur 5 ans. On ne sait pas où on veut être. Et à partir de ce moment-là, on ne sait pas, on n'a pas les moyens. On ne dégage pas les moyens qu'il faut pour atteindre l'objectif qui est fixé. Donc il n'y a pas de stratégie de développement. Vous avez beau la chercher, vous ne la trouverez pas. Il n'y a pas de plan de développement, donc il n'y a que des lois de finances, et tout est censé se régler par loi de finances, qui est une aberration. Comme son nom l'indique, une loi de finances est une loi de finances. Elle ne peut pas remplacer une stratégie de développement. La loi de finances est la traduction financière d'une tranche annuelle d'un plan à moyen et long terme, qui n'existe pas. Donc on met tout dans la loi de finances, on bricole. On bricole, on essaye de corriger le déséquilibre, augmenter les recettes, diminuer les dépenses, ou augmenter les dépenses et inventer des recettes, taper dans les réserves de change, etc. Tout ça n'est pas très sérieux. Donc quand je dis que la crise n'est pas seulement financière, elle est économique et structurelle et politique, c'est quelque chose qui a un sens et qui appelle à une autre logique de raisonnement, une autre façon de raisonner. Cette autre façon de raisonner, c'est est-ce que nous avons l'équipe politique, le régime politique qui convient à la situation? La réponse est non. Est-ce que ce régime a entrepris de prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire s'attaquer aux causes de la crise ou pas? La réponse est non. Parce que les causes de la crise, on les connaît, c'est les mêmes, elles sont structurelles, elles résident dans notre incapacité à mobiliser les ressources humaines, à mobiliser les ressources naturelles, minières, les ressources agricoles, les ressources touristiques, les ressources. Toutes ces ressources ne sont pas mobilisées et ne sont pas organisées pour produire et pour exporter autre chose que du pétrole et du gaz. Donc, cela fait que nous sommes totalement dépendants du prix du pétrole et du gaz. Dès que le prix des hydrocarbures baisse, nous plongeons dans la crise financière, qui devient une crise économique. Mais s'attaquer uniquement à la crise financière ne suffit pas. S'attaquer à la crise financière, ça veut dire augmenter les recettes, trouver un moyen d'augmenter les recettes. Aujourd'hui, on ne sait faire que piocher dans le fonds de régulation de recettes pour le budget, donc en dinars, piocher dans les réserves de change pour financer le gap, le déficit entre les exportations et les importations. C'est tout ce qu'ils font. Ils ne savent pas faire autre chose. Parmi les origines structurelles, il y a aussi les subventions, la politique de subvention et d'achat de la paix sociale. C'est-à-dire qu'on va faire une politique, on va s'attaquer on va faire une politique de la demande et pas une politique de l'offre.
C'est-à-dire qu'on va donner du pouvoir d'achat, on va distribuer du pouvoir d'achat pour que les gens se taisent, qu'ils ne contestent pas. Ce pouvoir d'achat qu'on leur donne, il ne peut pas être satisfait par une offre locale, donc on va le satisfaire par un surcroît d'importation, et ça creuse les déficits. Comment est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui résoudre ce problème qui est de nature structurelle, qui n'est pas de nature? S'ils continuent comme ça, c'est clair, on le voit, je l'ai dit pendant ma campagne électorale, tout ce que je disais se réalise, je dirais avant tout le monde, mais enfin, le taux de change va dévaluer pour baisser les importations. Je disais, le dinar va encore perdre de sa bien entendu, parce que c'est fatal, le dinar. Le pouvoir d'achat sera touché. Bien entendu, parce que ce pouvoir d'achat qui a été distribué et qui s'est accumulé au fil des ans n'a pas une contrepartie au niveau de l'offre, c'est-à-dire au niveau de la production. La seule façon de satisfaire la demande qui est créée, c'est de faire appel aux importations. Si le prix du pétrole et du gaz baisse, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Soit on puise dans les réserves de change jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. En 2019, il n'y en aura plus. Et là, on rentre dans ce que j'ai appelé de Majara. Soit on va, dès maintenant, parce qu'ils savent, le pouvoir est conscient que si ils continuent à puiser dans les réserves de change pour masquer la crise, c'est-à-dire qu'on va maintenir le niveau d'importation, comme les recettes ont baissé, eh bien, on va puiser dans les... Mais quand le jour où il n'y aura plus de réserves de change, le pouvoir tombera. L'économie s'effondrera, le pays s'effondrera. Ils le savent. Donc, ils ont commencé à opérer autrement. Ou simultanément, ils puisent un peu dans les réserves de change et ils dévaluent un peu. Et ils augmentent un peu les tarifs. Ils augmentent les tarifs de manière pas suffisante, parce que c'est ce que j'ai appelé des mesurettes. C'est pas ça qui va diminuer la pression sur les importations. Et donc, ils font un peu de tout, un mix de tout ça. Ils augmentent quelques tarifs, l'électricité, l'essence, le diesel, etc. Ça, c'est d'une chose. Deuxièmement, ils dévaluent un peu. Troisièmement, ils puisent un peu dans les réserves de change. Mais tout ça va finir par engendrer de plus en plus de frustration. Si le pétrole ne remonte pas, mais ils espèrent aussi, ils gagnent du temps. Ils se disent, voilà, si on arrive à ne pas trop dépenser, à ne pas trop puiser dans les réserves de change. Si on arrive à diminuer un peu le pouvoir d'achat, pas beaucoup, parce qu'ils ont peur des émeutes. Si on arrive à augmenter les tarifs, mais pas beaucoup, alors on se met dans une situation où on peut tenir jusqu'à ce que le pétrole remonte. Et quand bien même le pétrole remonterait, ça ne ferait que prolonger la crise, les causes de la crise. C'est-à-dire qu'on les retrouvera dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, mais aggravées. Pourquoi? Parce que la demande aura augmenté, parce que le retard, la population, j'ai dit, j'étais le premier à dire attention, un planificateur ne peut pas ignorer la donnée démographique. La population va augmenter de 5 millions d'habitants. 5 millions d'habitants. C'est la population de la Norvège. Et presque de la Suisse. Voilà. Okay. Allez, bon, mais tout ça, c'est les causes structurelles. On n'arrive pas à mobiliser les ressources pour devenir un État productif. Que faut-il On dit que l'équipe actuelle elle est mauvaise, celle-là elle n'est pas bonne. Eh bien, il faut qu'il parte, la première des choses. C'est que quelqu'un imaginez, on vous donne le poste du Premier ministre. Concrètement, dites-nous aux Algériens, quelles sont les principales recommandations que le professeur que vous allez faire? Bien sûr, je peux vous le dire tout de suite. Je peux vous dire ce que moi je ferai. Mais si on m'appelle comme Premier ministre et que je prends les décisions urgentes qu'il faut prendre, parallèlement à un plan de restructuration de l'économie, je vais demander aux Algériens de l'austérité, de se serrer la ceinture. Et ils vont me dire qui vous êtes. Qui vous êtes pour demander l'austérité. Si je ne suis pas élu, si je n'ai pas derrière moi des forces politiques élues, des partis avec des représentants élus dans toutes les instances, les gens ne suivront pas. À la première mesure d'austérité sérieuse que je demanderai, c'est les émeutes, c'est la révolution. C'est la raison pour laquelle, oui, il y a des mesures, oui, il y a un plan de sortie de crise possible. D'accord? Mais personne ne peut le mettre en œuvre s'il n'a pas la crédibilité politique suffisante. S'il n'est pas crédible, s'il n'est pas représentatif du peuple, le peuple n'acceptera jamais un plan de sortie de crise qui nécessitera, entre autres, l'austérité. Parce que l'austérité est une élection présidentielle anticipée. Ça, c'est une question qui est éminemment politique et qui est d'ailleurs une question d'actualité. Faut-il aller
d'abord vers une élection présidentielle anticipée ou faut-il aller vers des élections législatives? Imaginons qu'on vous a élu, ou que vous avez gagné l'élection législative, et que vous êtes parmi la coalition qui l'a gagné, et que vous êtes Premier ministre ou ministre de l'économie ou des finances. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous supposez quoi? Vous supposez qu'il y ait d'abord une élection présidentielle? Ou une élection législative qui permettra à un non, gouvernement de coalition. non, alors une élection législative dans les conditions actuelles serait une élection législative organisée par le pouvoir, avec son système de quotas. Vous aurez de nouveau le RND, le FLN et rien ne changera. Donc on se retrouve à la case départ. Donc une élection législative ne changerait rien. La seule chose, l'opposition par exemple, organisée au sein de l'ISCO, demande, c'est un minimum, si on ne veut pas exiger le départ du gouvernement d'abord, au minimum on lui demande d'accepter la mise sur place d'une commission indépendante chargée de la préparation, de l'organisation, de la tenue et du contrôle des élections. Commission indépendante. Avec les moyens de l'administration, c'est-à-dire avec un budget, avec tous les moyens, toute l'autorité. Donné dans la nouvelle constitution. Pas du tout. Pas du tout. Ce que demande l'opposition, c'est une commission indépendante et une commission qui a toutes les attributions, tous les pouvoirs et tous les moyens. C'est-à-dire au fond un transfert du pouvoir de l'administration vers cette commission indépendante où il y aurait des partis, où il y aurait des représentants de l'opposition. Mais le pouvoir refuse, il n'est pas fou. Parce que si il accepte cette commission indépendante, il se prive de l'essentiel de ses attributions, c'est-à-dire des moyens qu'il a toujours utilisés pour trafiquer les élections. Prenons le cas de ce qu'a dit Bouchouala. Et ça passe par la révision des listes électorales. Cette commission indépendante aura pour mission également de réviser le fichier électoral. Je comprends totalement votre point de vue, mais prenons le discours actuel du gouvernement, des gens du régime. Le Bouchouel, par exemple, il dit oui, on est critiqué pendant notre gestion, mais qui aurait fait mieux que nous? Imaginons, on vous a accordé, vous êtes nommé. Concrètement, on peut faire quoi? Est-ce que, de l'autre côté, de l'opposition, il y a suffisamment de ressources humaines, ou il y a suffisamment de niveau d'expertise pour réaliser une transition économique, etc. Bien sûr. Bien sûr. Elle peut commencer par quoi, une transition économique? Ça, je ne peux vous donner que mon point de vue à moi. Et je ne peux que présenter le programme que j'ai présenté lors des élections présidentielles. J'ai fait une campagne jusqu'à à peu près 3 semaines avant. Et mon dossier a été accepté parmi les 10 dossiers. Donc j'ai pu faire campagne pendant pratiquement tout le temps. Les 3 dernières semaines avant l'élection, on m'a éliminé. Donc je peux vous développer ce que j'ai développé au peuple algérien et qui a adopté. Des milliers d'Algériens ont compris ce message et ont compris le sens du programme que je leur ai présenté. Je crois avoir été le seul à présenter un programme global et cohérent qui regroupe tous les aspects, c'est-à-dire l'aspect politique et institutionnel. Je vous répète, sans réforme politique et institutionnelle, aucun esprit, le plus brillant fût-il, ne peut sauver le pays. Ne peut pas. Donc il faut que le peuple soit représenté au niveau de toutes les instances où se prennent les décisions. Ça, c'est un préalable. La deuxième, j'ai présenté une réforme monétaire et fiscale. Une réforme monétaire et fiscale qui est pour moi le cœur et le poumon de l'économie. C'est quoi? On peut détailler si vous voulez. Et enfin, troisième étage de la fusée, des réformes sectorielles à tous les niveaux. L'éducation, la santé, l'agriculture, l'environnement, etc. Aucun secteur n'échappera aux réformes. Ce qui suppose un consensus politique, parce que comment dirais-je, ces réformes, il faut les faire accepter par le peuple. On ne peut pas être seul quand on gouverne avec le peuple. S'il y a des sacrifices, il faut que le peuple les accepte. Donc vous nous dites clairement que sans solution politique, pas de changement en économie en Algérie. Absolument. C'est-à-dire que si demain Bouteflika décide, allez, je vire tout le monde, etc., et je ramène un nouveau gouvernement technocrate, etc., et je lui donne le malgré, c'est pas possible, on ne sortira pas. C'est impossible. Monsieur Bouchouareb et tous ceux qui disent que personne ne peut faire mieux que nous, mais ils se moquent de nous. Tout simplement, ils se moquent de nous. D'abord, personne ne les a choisis, et deuxièmement, ils ont échoué. Et troisièmement, ils ont eu toute la durée. Aucun gouvernement dans un pays démocratique n'a eu 17 ans, de manière ininterrompue. Vous savez ce que c'est qu'en 17 ans? Le docteur Mahathir Mohamed en Malaisie, la Corée du Sud et la Turquie sont passés du stade de nain au stade de géant en 20 ans. Du stade de nain au stade de géant.
Ils ont eu ce qu'aucun gouvernement démocratique n'a pu avoir, c'est-à-dire la durée, et des ressources immenses. Autrement dit, c'est comme un pays qui décide de s'engager dans une voie de développement et qui n'a pas de problème pour financer son développement. Vous savez, le problème du développement, c'est aussi le financement. Absolument. Nous sommes le seul pays qui a eu toutes les ressources pour financer son développement et qui a eu la durée. Ils ont eu la durée, ils ont eu l'argent. Et ils ont échoué. Mieux, ils ont dit, nous avons échoué. C'est pas moi qui l'ai dit. Ou Yahya lui-même a affirmé, nous avons échoué partout. Comment, ya ajaba ya Rabbi, un gouvernement qui a eu le temps, qui a eu l'argent pour faire ce qu'il a voulu faire, et qui a échoué, et qui reconnaît qu'il a échoué, a l'outrecuidance d'oser se présenter encore et de discourir et dire aux gens faites-nous confiance et on est encore là, etc. Mais ils ne sont pas crédibles, puisqu'ils reconnaissent qu'ils ont échoué. Ils ne peuvent pas dire on n'a pas eu le temps, ils ne peuvent pas dire qu'on n'a pas eu d'argent. Vous voulez une preuve? Ils disent on n'a pas échoué. Là aussi, ils se moquent de nous. C'est des rigolos. On mesure le développement sur la base d'indices. Par exemple, l'indice de la production industrielle. Même pas 5% industriel. Même pas 5%. Moins qu'à l'époque de Boumedienne. 3 fois moins qu'au Maroc et en Tunisie. La production, le taux de la production industrielle par rapport au PIB dépasse 15% au Maroc et en Tunisie. Nous sommes à moins de 5%. Nous ne produisons presque rien. Nous apportons tout ce dont nous avons besoin. Presque tout. Ça veut dire que nous sommes très vulnérables. Ce gouvernement a aggravé la vulnérabilité du pays. Il a fragilisé le pays dans tous les domaines, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan linguistique. Sur tous les plans, ce gouvernement a échoué et il a le courage, il a l'audace de demander qu'on l'accepte, qu'on lui renouvelle sa confiance, etc. C'est une honte. L'une des promesses de ce gouvernement, il dit voilà, on va favoriser l'investissement, on va essayer d'attirer des investisseurs étrangers, la destination Algérie sera améliorée, etc. Et il se trouve que vous êtes vous dirigez un cabinet basé ici à Genève, et vous travaillez aussi en Algérie, et que vous avez travaillé sur des affaires vous avez tenté et même introduit des investisseurs étrangers en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous raconter, est-ce que réellement notre pays, avec nos autorités actuelles, sont favorables à l'installation d'investisseurs de qualité qui peuvent nous ramener du cash flow, etc. Pas du tout. Là aussi, l'échec est patent partout, dans tous les domaines. Vous parlez des investissements directs étrangers, mais nous avons chassé les investisseurs. Exemple. Nous les avons chassés en revenant sur des lois et des avantages qui ont été consentis aux investisseurs. Prenez le cas, on parlait tout à l'heure de Orascom Télécom. On a beau dire, mais c'était un immense succès qui a permis d'abaisser le coût des communications, qui a permis aux Algériens d'accéder à l'Internet, de communiquer entre eux, et surtout d'instaurer une concurrence qui a permis à la fois d'améliorer la qualité, de mettre à la disposition de tous les Algériens le téléphone mobile à un coût moindre. Et donc, c'est un facteur de développement économique et culturel. Tout le monde disait que M. Saouis avait profité de l'Algérie, il avait pillé l'Algérie, il avait pris des financements, etc. C'est quoi la vérité? Vous qui avez... Oui, si nous ne prenons que Orascom, mais nous pouvons prendre l'industrie automobile, où on a été incapable de mettre en place une industrie automobile digne de ce nom, mais on peut prendre des exemples, la valorisation... Est-ce que nous avons été injustes avec M. Saouis? Prenons le cas de Jay-Z. Le cas d'Orascom, est-ce que nous avons été injustes avec ce monsieur? Réellement? Dire que le fonctionnement d'Orascom Télécom a été exemplaire en tout point, je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que cet homme a investi de l'argent, beaucoup d'argent en devises en Algérie. C'est un fait. Il a gagné sa licence à 737 millions de dollars, soit près du double de celui qui a soumissionné en même temps que lui, c'est-à-dire Orange ou France Télécom, et qui n'a pas gagné parce que Orascom a payé 2 fois plus cher. Le prix qu'il a soumissionné pour obtenir la licence, il l'a payé entièrement. Ce sont des faits qui sont établis. Ce que l'Algérie a reproché à Sawiris, à la famille Sawiris, c'est d'avoir transféré beaucoup d'argent. Mais la faute à qui? La faute à qui? C'est la faute à l'État algérien qui a empêché les Algériens d'investir quand Sawiris suppliait les Algériens de prendre 49%, puisque d'Orascom Télécom, quand Orascom a gagné la 2e licence GSM,
la licence prévoyait, les termes du contrat de la licence prévoyaient qu'il avait la possibilité, le droit de faire appel à des investisseurs algériens à hauteur de 49%. Je suis témoin, j'étais conseiller de Rascom. Et qui les a empêchés, les Algériens? Ce qui les a empêchés, c'est l'État. L'État les a empêchés, par tous les moyens possibles. Tous les moyens, et je suis témoin, puisque j'étais au côté de Société Générale, les banquiers conseils de Orascom. C'est nous qui avons proposé, conseiller 737 millions de dollars. C'est grâce à nous et à la valorisation de la licence. On a dit, cette licence demain va rapporter beaucoup d'argent. Vous pouvez payer 737 millions de dollars et vous allez gagner beaucoup d'argent. Il n'était pas convaincu. Mais il a eu l'intelligence, le courage de l'entrepreneur d'accepter. Il a fait confiance aux experts que nous étions. Et ensuite, il nous a demandé de lui trouver 49% d'investisseurs algériens. Partout où nous allions. J'ai moi-même démarché, en tant qu'Ecofinance, qui était membre conjointement avec Société Générale, nous étions les conseils, banquiers conseils d'Orascom. J'ai vu la quasi-totalité des entreprises privées algériennes qui étaient menacées dès qu'ils nous signaient une lettre d'intention. Le lendemain, ils recevaient une lettre de menace de qui, je n'en sais rien. Mais pourquoi? Du pouvoir. Bah, j'en sais rien. Alors, ensuite, je me suis tourné vers le crédit populaire, vers des entreprises publiques, notamment le CPA. J'ai convaincu la direction générale du CPA que c'était un très bon investissement qui allait faire gagner beaucoup d'argent au CPA et à l'Algérie. Ils ont dit oui, mais il nous faut l'accord du ministre. J'ai été voir Mohamed Bedelsi, qui était ministre des Finances. Je lui ai dit, c'est Morad. Non seulement vous allez gagner beaucoup d'argent, l'Algérie va gagner, le CPA en l'occurrence, va gagner beaucoup d'argent en prenant 49% d'Orascom, mais il va éviter à l'Algérie de transférer des sommes importantes, parce que Sawiris, il n'a mis cet argent, il n'a accepté de mettre cet argent que parce qu'on lui a prouvé, par les chiffres, qu'il allait transférer jusqu'à 1 milliard de dollars par an. Ces mêmes chiffres, je les ai présentés aux autorités algériennes et au secteur privé algérien. Le secteur privé algérien, je vous ai dit, il a été menacé, à part la Barab qui a accepté. Et c'est Société Générale qui l'a financé, mais c'est une autre affaire. Et les privés algériens ont été menacés, ils sont retirés. Et le CPA, entre autres, parmi les entreprises publiques, j'ai été jusqu'à monter au niveau de Medelsi, ministre des Finances, et j'ai expliqué que non seulement c'était une excellente opération financière pour le CPA, mais que ça allait éviter à l'Algérie de transférer jusqu'à 1 milliard de dollars par an. Je lui ai dit, aujourd'hui le pétrole est un peu haut, nous étions en 2000, 2001, mais si demain le pétrole de nouveau se mettait à baisser, l'Algérie n'aurait plus les moyens de transférer cet argent. Ne voyez pas ce que l'Algérie gagne, les 700 millions qui rentrent maintenant au titre de la licence, puisqu'il ne veut pas... L'argument, c'était que nous avons besoin de devises et que si l'Algérie entre à hauteur de 49%, eh bien, on ne recevra que la moitié des 700 et quelques millions. Je lui ai dit, oui, mais c'est un mauvais calcul, parce que vous allez... aujourd'hui, on n'a pas besoin de cet argent, mais demain, si la situation de la balance des paiements devait s'aggraver, on n'aurait pas cet argent pour... Comment on ferait? Donc je vous propose de réfléchir et de voir plus loin, dans les années qui viennent, c'est-à-dire éviter que l'Algérie ne transfère au titre des dividendes. Il m'a dit, je suis convaincu, c'est Ali, vous m'avez convaincu, je vais présenter l'affaire au Conseil des ministres. Il ne l'a jamais fait, en tout cas on n'a jamais eu de réponse. On a échoué, lamentablement. Saouil s'était peiné, parce qu'il me disait, c'est dommage, c'est stupide, parce que je vais gagner tellement d'argent. Je vais gagner tellement d'argent que l'Algérie regrettera. Et moi, j'étais aussi chagriné, j'étais peiné, parce que j'ai tout fait pour que les Algériens prennent 49%. Le résultat, c'est que quand Saouili s'est mis à transférer 200, 300, 400, 500, 600 millions de dollars, certains membres du gouvernement se sont émus en disant « c'est pas normal ». Et c'est là qu'ils ont commencé à lui chercher la petite bête pour l'empêcher de transférer ces montants importants. Et ils ont mis pratiquement la société Orascom, qui était florissante, qui était la plus grande success story du monde arabe, et qui incitait beaucoup d'investisseurs arabes et étrangers à venir en Algérie, parce qu'ils disaient, regardez, investir en Algérie, ça rapporte beaucoup d'argent et c'est encouragé. Donc c'était politiquement une excellente affaire. Malheureusement, ils n'ont vu ni les avantages politiques, c'est-à-dire de politique économique, c'est-à-dire l'attrait ou l'encouragement que Orascom pouvait
pouvait rapporter à l'Algérie, puisque ça encourageait les investisseurs, d'autres investisseurs étrangers. Et ils n'ont pas vu que Sawiris a donné toutes leurs chances aux Algériens de venir, de l'accompagner à hauteur de 49%. Quand ils ont commencé à lui chercher des histoires, la société est devenue, évidemment, était en péril. Donc elle était menacée dans son existence. Et il a vendu. Et on lui a reproché d'avoir vendu sans demander l'autorisation du gouvernement algérien. Mais il y avait une convention d'État entre l'Égypte et l'Algérie pour protéger cet investissement. Mais les lois ne sont pas rétroactives. Il pouvait vendre, en vertu de la loi algérienne de l'époque, il pouvait vendre à qui il voulait. Et quand il a vendu, on a pris une loi rétroactive en disant droit de préemption. Quel droit de préemption? Qui avait cette loi? C'était à l'époque, je crois que c'était le gouvernement Yahya, où on l'a diabolisé. Le type qu'on a adoré quelques années auparavant, on a fini par le brûler en disant c'est un anti-algérien, anti-national. C'est une honte. Ça, c'est une tâche que nous payerons très cher, comme la disparition des banques privées. Nous payerons très cher à l'avenir ce genre d'erreur, ce qui dénote d'un manque de maturité de nos responsables et de leur profonde ignorance de la chose économique, des questions économiques. Est-ce qu'il n'y a pas eu des calculs politiques dans cette affaire? Des calculs politiques, probablement il y a eu des calculs politiques. Lesquels? Vous savez, je n'ai pas envie de m'attarder sur les luttes au sommet de l'État entre ceux qui voulaient aider Orascom et ceux qui voulaient détruire Orascom. Mais en fait, Orascom n'était qu'une victime qui était sacrifiée sur l'autel de la lutte au sommet de l'État. Et le résultat minable, c'est que nous allons être condamnés à payer des dommages et intérêts à M. Sawiris qui se chiffrent en milliards de dollars. Parce que l'affaire est en arbitrage international. En milliards de dollars. Et comme nous avons payé des dizaines, peut-être je ne sais pas combien, 10, 15 milliards de dollars ou 7, 8 milliards de dollars en arbitrage que nous avons perdu dans les affaires Sonatrach et autres, nous allons encore une fois perdre en arbitrage parce que nous n'avons pas... Il y a l'affaire d'arbitrage? Oui, je pense. Au dernier Parce que lui, il a manifesté il a dit qu'il va déposer plainte contre l'Algérie, etc. Bien sûr, et il a, à mon avis, il a beaucoup d'atouts entre les mains. L'Algérie n'a pas respecté ses propres engagements, ses propres règles. Ensuite, maintenant, on dit qu'il a vendu à Wimpelcom des juifs, des machins, etc. Mais vous l'avez contraint, vous l'avez obligé à vendre ses actions. Vous avez tout fait pour qu'il vende ses actions. Et le résultat final, l'Algérie se retrouve actionnaire c'est-à-dire... Elle a donné 2 milliards de dollars, elle a récupéré actionnaire au départ avec 300 millions de dollars. Mais bien sûr, c'est minable. Cette histoire d'Orascom illustre l'échec, c'est l'un des plus grands symboles de l'échec de la gestion du pays par l'équipe actuelle. Mais pourquoi Ooredoo, c'est une autre histoire? Pourquoi Ooredoo, les Qataris ont racheté, et la loi 51-49 ne s'est pas appliquée bizarrement, alors qu'elle était en cours? Vous, en tant qu'expert dans le cabinet, quand même, comment vous expliquez cela? Écoutez, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, je me limiterai à vous dire et à dire aux Algériens qui nous écoutent, l'Algérie ne respecte pas ses propres lois. Comment voulez-vous que les étrangers nous respectent? Comment voulez-vous que les étrangers fassent confiance dans notre pays et viennent investir en Algérie? Nous donnons une image piteuse de notre pays. Nos lois, nous avons créé une incertitude dans l'environnement des investissements. Une incertitude juridique, une incertitude politique. Nous avons fait exactement le contraire de ce qu'il faut faire pour attirer des investisseurs étrangers. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce que vous rencontrez des potentiels investisseurs? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelles sont les principales craintes qu'inspirent notre pays à ces investisseurs? Les craintes, c'est qu'on ne les autorise pas à transférer leurs dividendes, c'est qu'on les bloque, c'est qu'on leur cherche des histoires, c'est qu'on leur invente des choses pour les empêcher de transférer leurs dividendes. Ils ne croient plus dans les lois algériennes. Ils ne nous croient plus. Alors, ceux qui viennent, ils viennent nous vendre. Ils ne viennent pas investir, ils viennent vendre. Ou s'ils viennent investir, c'est qu'ils viennent investir un petit peu pour nous vendre beaucoup. D'accord? Prenez l'exemple de la Symbole, de Renault. Au lieu d'investir dans une véritable industrie automobile, on avait le projet Fathia avec Fiat, qui date de 25 ans. On a eu tellement de projets qu'on a abandonnés, alors qu'on a investi des milliards de dinars à Tiaret, entre autres. On a abandonné tous les projets de développement industriel et on s'est interdit de racheter des compagnies étrangères, comme les Chinois de Geely ont racheté Volvo,
pour 2 milliards de dollars. On importe pour 6 milliards de dollars de voitures par an. Pour 2 milliards, on aurait pu acheter Volvo. 2 milliards ou 2 milliards et demi, on aurait pu acheter Volvo avec son centre de recherche et de développement, on aurait pu délocaliser en Algérie, on aurait pu faire un bon deal. C'est ce qu'ont fait les Turcs, c'est ce qu'ont fait les Coréens, les Malaisiens avec Proton, etc. Avec la voiture Proton, nous avons refusé, nous nous sommes interdits d'emprunter les voies du développement. Et nous faisons exactement de l'anti-développement. Oui, notre pays, ce gouvernement, ce pouvoir, fait de l'anti-développement, c'est-à-dire condamne notre pays de manière sûre et certaine à des lendemains tragiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas une note d'espoir pour terminer? Un note d'espoir, quelle serait votre note d'espoir? Un note d'espoir, c'est que tant qu'il reste un peu d'argent en caisse, je le disais pendant ma campagne électorale, nous pouvons, si ce pouvoir part et s'il y a des élections libres et si nous entrions dans une transition démocratique, nous pourrions envisager le sauvetage du pays grâce au concours d'une coalition de partis politiques, etc. On peut imaginer une espèce de gouvernement d'union nationale pendant une période de transition plus ou moins longue et la mobilisation de toutes les ressources algériennes pour entrer dans une politique de développement en remettant à plat tout ce qui s'est fait jusqu'ici. Mais on ne peut le faire que si nous avons un matelas d'argent. Ce matelas est en train de disparaître. Le jour où il disparaîtra, changement politique ou pas, la tâche sera quasiment impossible. La tâche serait quasiment impossible. Merci beaucoup, M. Benoît, de nous avoir accueillis. C'est un plaisir partagé. On espère vous rencontrer dans les prochaines occasions. Inch'Allah.